Aujourd'hui, émission et perception d'un son. À l'issue de cette leçon, vous saurez décrire le phénomène d'émission et de propagation d'un son. Vous saurez utiliser la notion de fréquence et de période. Et vous saurez déterminer la vitesse d'un signal sonore. Les prérequis. Il faut seulement savoir que le son se propage dans toutes les directions. Pour compléter ce cours, vous pouvez vous référer à la vidéo de votre livre. À la fin de cette leçon, nous pourrons aborder les exercices d'application. Les sons nous entourent au quotidien, certains sont agréables et mélodieux, d'autres ne sont qu'en des bruits et peuvent traumatiser nos oreilles. Dans un premier paragraphe, nous allons nous intéresser à l'émission et la propagation d'un signal sonore. L'émission d'un signal sonore. Par exemple, un objet qui vibre émet un signal sonore. On dira que c'est un émetteur. Par exemple, vos cordes vocales, les cordes de guitare, la hanche d'un saxophone ou la membrane d'un haut-parleur. Généralement, pour que le signal soit plus audible, l'émetteur comportera ce qu'on appelle un résonateur. C'est un petit dispositif qui amplifiera le signal. Par exemple, votre oesophage est votre résonateur. La caisse de résonance, sur laquelle est fixée les cordes d'instruments, est le résonateur. La propagation d'un signal sonore. En fait, des vibrations, des perturbations, sont transmises au milieu environnant de l'émetteur. Ce milieu doit être impérativement matériel, car le son ne se propage pas dans le vide. Le mouvement ou la perturbation est transmis de proche en proche dans les éléments du milieu matériel. Mais attention, le son n'est pas un courant d'air, car il n'y a pas un mouvement d'ensemble. La vitesse de propagation, aussi appelée célérité, d'un signal sonore, dépend du milieu de propagation. En fait, elle dépend de sa compressibilité, de sa masse volumique et même de sa température. La vitesse de propagation s'exprime en mètres par seconde. Elle est tout simplement égale au rapport de la distance parcourue, petit d, en mètres, par la durée pour aller depuis la source jusqu'au récepteur. Par exemple, on admet qu'à 15 degrés Celsius, dans l'air, la vitesse du son vaut 340 mètres par seconde. Mais, dans un autre milieu, tel que l'eau de mer, à même température, elle vaut 1500 mètres par seconde, presque 5 fois plus vite. Petite application. Le mur du son est un phénomène physique aérodynamique caractérisé par l'atteinte d'une vitesse au moins égale à celle de la vitesse du son dans l'air, c'est-à-dire 340 mètres par seconde. C'est ce qu'on appelle Mach 1. Et ce phénomène provoque une onde de choc. C'est ce qu'on entend dans le ciel, une déflagration supersonique, dès lors que cette vitesse est atteinte. Savez-vous convertir des mètres par seconde en kilomètres par heure? Si la vitesse est de 340 mètres par seconde, il faut d'abord convertir les mètres en kilomètres. Or, 1 mètre, c'est le millième du kilomètre. Ensuite, il faut convertir les secondes en heures. Dans une heure, il y a 3600 secondes. C'est-à-dire que 340 mètres par seconde, multiplié par 3,6, vaut 1224 km par heure. Le signal sonore périodique. Un signal qui se reproduit de façon identique à intervalles de temps réguliers sera qualifié de signal périodique. Par définition, on appelle fréquence, généralement notée petit f, exprimée en Hertz, le nombre de fois que le signal, la perturbation, se répète dans un laps de temps de 1 seconde. Attention, on appelle période
généralement noté par la lettre grand T, exprimée en secondes, la plus petite durée au bout de laquelle le signal ou la perturbation se reproduit identique à elle-même ou à lui-même. Remarque, la fréquence et la période sont inverses l'un de l'autre, c'est-à-dire que f est égal à 1 sur t. De la même façon, t est égal à 1 sur f. En général, sur un enregistrement d'un signal sonore, l'amplitude est en ordonnée et la période est mise sur l'axe des abscisses. Ici, on voit la période correspond à ces deux bornes-là. C'est-à-dire qu'on a là, ce phénomène-là se répète et on peut le translater. Essayons de comprendre maintenant la perception d'un signal sonore. Généralité. Pour entendre un son, il faut un capteur. C'est un milieu auquel on peut communiquer les vibrations. Exemple, le tympan de notre oreille ou la membrane du microphone. Il faut savoir que l'oreille humaine est limitée à un domaine de fréquence compris entre 20 Hz jusqu'à 20 000 Hz. Si la fréquence du signal sonore est inférieure à 20 Hz, on dira qu'on est dans le domaine des infrasons. Par exemple, les éléphants communiquent avec des fréquences inférieures à 20 Hz. En revanche, pour des fréquences supérieures à 20 000 Hz, on sera dans le domaine des ultrasons. C'est par exemple des fréquences émises par les dauphins ou les chauves-souris. Autre terme de vocabulaire. Un son est qualifié de pur s'il ne contient qu'une seule fréquence de vibration. Par exemple, un diapason émet un son pur, une seule fréquence. En revanche, un son sera qualifié de complexe si il résulte de la superposition de plusieurs vibrations simultanées. Par exemple, les instruments de musique permettent de jouer des notes, certes, mais en fait qui sont des sons complexes, si on s'amuse à décomposer le signal sonore. En musique, la fréquence la plus basse qui composera une note de musique sera appelée la fondamentale. Il existe d'autres caractéristiques et un autre vocabulaire, la hauteur et le timbre d'un son. On parle de la hauteur d'un son pour un instrument de musique. C'est en fait une sensation liée à la fréquence d'un son périodique qui fait dire qu'un son est aigu ou grave, si sa fréquence est plus ou moins élevée. Exemple, sur une portée de musique, une note sera d'autant plus haute que sa fréquence sera élevée, alors que le timbre d'un son, c'est en fait la forme du signal sonore. Et c'est ce qui fait que l'on reconnaît deux instruments de musique l'un de l'autre. Sur ce dessin, deux instruments, un saxophone et un piano, jouent la même note. Mais on remarque que le timbre est différent. Et en fait, le timbre, c'est tout simplement l'enveloppe du signal. On voit bien que les deux enveloppes sont différentes. L'intensité sonore I et le niveau d'intensité sonore L. Plus l'amplitude d'un signal sonore est élevée, plus son intensité I sera grande. Si on prend une source sonore, ici un haut-parleur, qui émet une puissance acoustique en watts. Si on a un observateur placé à une certaine distance petit r et à un autre un peu plus éloigné, eh bien l'intensité sonore peut se mesurer, peut se calculer à l'aide de ce rapport. La puissance divisée par la surface de la sphère sur laquelle se trouve l'auditeur. Petit rappel, en mathématiques, la surface d'une sphère est égale à 4 fois pi fois son rayon au carré. Exercice.
Admettons que pendant un concert, une enceinte émet une puissance de 100 watts. Si un spectateur se trouve à 50 mètres et un autre se trouve à 200 mètres, que vaut les intensités reçues par chaque auditeur? En appliquant cette relation, on obtient 100 watts divisé par la surface d'une sphère dont le rayon vaut 50 mètres, on trouve 3,2 10 puissance moins 3 watts par mètre carré. Pour l'auditeur situé à 200 mètres, le calcul est analogue, 100 watts divisé par 4 fois pi fois le rayon de 100 mètres au carré, et on trouve 2,0 10 puissance moins 4 watts par mètre carré. Il faut savoir que l'intensité minimale audible vaut I0 égale 1 fois 10 puissance moins 12 watts par mètre carré. Toutes ces valeurs d'intensité sonore ne sont pas très faciles à manipuler du fait de ces puissances de 10. C'est pourquoi on a utilisé une échelle plus facile qui est celle des niveaux d'intensité sonore. Le niveau d'intensité sonore est fixé par rapport à l'intensité minimale audible I0. Le niveau sonore s'exprime en décibels. Il varie dans le même sens. Mais, attention, ce ne sont pas deux grandeurs proportionnelles. Un niveau sonore peut se mesurer avec un appareil qui s'appelle un sonomètre. Et donc, dans cette échelle, l'intensité minimale audible, le silence, a pour valeur I égale 1 10 moins 12 watts par mètre carré, et cela correspond à 0 décibel. Remarque importante, qui sera vue qu'en classe de première, dans cette échelle, si une intensité sonore double, cela vient seulement à rajouter plus 3 décibels au niveau sonore. En conclusion, l'exposition sonore et ses dangers. L'exposition sonore tient compte à la fois du niveau d'intensité sonore et de la durée d'exposition auquel l'oreille humaine est soumise. En effet, on peut écouter un pétard qui explose sur un court laps de temps. L'oreille n'est pas endommagée. Mais il ne faudrait pas que l'agression sonore dure. En effet, l'oreille humaine cumule et garde la mémoire des agressions sonores sur une semaine. Ainsi, une exposition sonore trop élevée peut avoir des conséquences irréversibles jusqu'à la surdité. Une législation a été mise en place au niveau de l'Europe et la limite est fixée à 85 décibels à condition que l'exposition sonore ne dépasse pas 8 heures par jour. Voilà.